Quand Alina Tran, âgée de 7 ans, s'est figée au milieu d'un terminal d'aéroport bondé pour pointer du doigt une inconnue, son père a d'abord cru qu'elle était simplement curieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mais ce que sa fille sourde avait remarqué, ce que personne d'autre dans cette marée de voyageurs ne pouvait voir, était un appel à l'aide silencieux qui allait exposer un cauchemar et changer 3 vies à jamais. C'est parce que parfois, les signaux les plus importants ne sont pas entendus avec les oreilles. Ils sont vus avec le cœur. Et lorsqu'une supplique désespérée d'une fillette de 10 ans est passée inaperçue auprès de centaines de personnes, seule une enfant de 7 ans a compris ce qu'elle disait vraiment. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez dans le monde. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, 15 octobre, 11h47. Le terminal bourdonnait du chaos maîtrisé que seul l'aéroport le plus fréquenté du monde pouvait orchestrer. Des annonces résonnaient au-dessus de leur tête avec cette cadence particulière qui rendait chaque destination urgente. Les voyageurs se pressaient, traînant leurs bagages à roulettes, consultant leur téléphone, attrapant un café, complètement absorbés par leur propre voyage. Juste un autre mardi avant le déjeuner. Juste un millier de personnes de plus traversant le hall T en route vers une autre destination, pensant à un autre endroit. Jonah Tran marchait à travers la foule, la main de sa fille dans la sienne, se dirigeant vers le terminal principal avec l'aisance de quelqu'un qui voyageait suffisamment pour connaître le rythme des lieux. Et Alina sautillait à ses côtés avec cette énergie propre aux enfants de 7 ans qui transformait tout en aventure. « Papa », signa Alina de sa main libre, ses doigts bougeant avec une fluidité exercée. « On peut déjeuner maintenant ? J'ai faim. » Jonah baissa les yeux vers sa fille et sentit cette chaleur familière qui l'envahissait en la regardant naviguer dans le monde. Ses boucles brunes étaient tirées en queue de cheval, son sac à dos violet rebondissait sur ses épaules et ses yeux marrons pétillaient d'excitation. Pour quiconque les observait, ils ressemblaient à n'importe quel duo père-fille voyageant ensemble, mais le monde d'Alina était complètement silencieux. Jonah lui répondit par signe, ses mains éplant les mots avec la précision qu'il lui avait fallu des années pour perfectionner. « Oui, trouvons quelque chose de bon. Qu'est-ce que tu veux ? Pizza. » Les mains d'Alina s'agitèrent avec enthousiasme, son sourire s'élargissant. Jonah rit doucement et s'apprêtait à répondre lorsque la main d'Alina se serra soudain sur la sienne avec une force surprenante. Son corps entier devint rigide. « Papa !» Sa main libre exécuta des gestes vifs et urgents. « Regarde cette fille. » Le ton, si la langue des signes pouvait avoir un ton, fit immédiatement s'éveiller l'instinct protecteur de Jonah. Il suivit le regard de sa fille à travers la foule. À environ 10 mètres devant, se faufilant dans le flux des voyageurs, marchaient une femme et une enfant. La femme se démarquait de cette manière spécifique que l'argent confère toujours. Fin de la trentaine, peut-être 40. Sac à main de créateur, le genre que Jonah reconnaissait dans les publicités de magazines, talons hauts qui claquaient sur le sol poli avec une précision déterminée. Tenue coûteuse, cheveux impeccables, l'allure de quelqu'un habitué à obtenir exactement ce qu'il veut. Elle marchait vite, décidée, sans jamais regarder en arrière. Et derrière elle, reliée par une poigne serrée sur son bras maigre, marchait une fillette. L'enfant semblait avoir 9 ou 10 ans. Elle portait un pull rouge malgré la chaleur d'octobre, un jean légèrement trop grand et des baskets qui paraissaient trop petites, le genre de détail que l'on ne remarque que si l'on regarde attentivement. Ses cheveux pendaient mollement autour d'un visage pâle. Elle était mince. Pas naturellement mince, mais le genre de minceur qui donnait la nausée à Jonah. La femme tirait la fille sans douceur, sans la regarder, comme un bagage. Mais ce n'était pas tout cela qui avait figé Alina. C'étaient les mains de la fille. Derrière son dos, là où la femme ne pouvait pas voir, les petites mains de la fille bougeaient avec des gestes rapides et désespérés. Jonah sentit son sang se glacer. Au secours! Le signe était clair, répété, puis un autre. S'il vous plaît, puis un autre, plus frénétique. Aidez-moi. Les doigts de la fille tremblaient en formant les mots encore et encore, un rythme désespéré qui correspondait à ses pas. Son visage restait vide, sans expression, mais ses mains derrière son dos hurlaient silencieusement dans la foule. Danger! Papa, la main d'Alina s'éleva, signant frénétiquement, son jeune visage tordu par la peur et l'urgence. Elle signe. Elle est sourde comme moi. Elle dit qu'elle a besoin d'aide. Quelque chose ne va pas. L'esprit de Jonah s'emballa. Il était actif dans la communauté sourde depuis 4 ans, depuis la mort de sa femme, Evangeline, et il avait dû maîtriser l'ASL pour communiquer avec sa fille. Il avait entendu les histoires, les avertissements.
Les enfants sourds étaient particulièrement vulnérables. Ils ne pouvaient pas crier, ni appeler à l'aide d'une manière que les entendants reconnaîtraient immédiatement. Ils étaient souvent négligés, sous-estimés, invisibles dans les situations d'urgence. Et cette fille, cet enfant terrifié signant désespérément derrière son dos tandis que des centaines de personnes passaient, était invisible pour tout le monde, sauf pour sa fille. « Reste très près de moi », signa Jonah à Alina, sa mâchoire serrée, ses mains bougeant rapidement et fermement. « Ne lâche pas ma main. »« Est-ce qu'on va l'aider » signa Alina en retour, ses yeux grands ouverts mais déterminés. « Oui » signa Jonah. « On va l'aider. » La femme se déplaçait dans la foule avec une démarche résolue qui décourageait toute interaction. Elle consulta son téléphone une fois sans ralentir, ses ongles coûteux tapotant l'écran. La fille trébucha légèrement, et la femme la tira brusquement pour la remettre droite sans même la regarder, comme si elle était un bagage gênant qui n'arrêtait pas de basculer. Les mains de la fille ne cessaient jamais de bouger. « J'ai peur, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. » D'autres voyageurs passaient à quelques centimètres d'elle. Un homme d'affaires en costume se précipita, parlant fort au téléphone de projection trimestrielle. Un jeune couple riait ensemble, traînant des bagages assortis. Un étudiant avec des écouteurs hochait la tête au rythme de la musique. Une dame âgée s'arrêta pour vérifier un tableau des départs. Personne ne remarquait rien. Pour eux, ce n'était qu'une femme et un enfant marchant dans un aéroport. Peut-être que l'enfant était fatigué, peut-être timide, peut-être grincheuse à cause du voyage. Rien de remarquable. Rien qui vaille un deuxième coup d'œil. Mais Alina voyait. Et maintenant, Jonah voyait. Il sortit son téléphone et composa le 911, gardant les yeux fixés sur la femme et la fille devant. 911, quelle est votre urgence? Je suis à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, Hall T, en direction du terminal principal. Il y a une enfant ici qui signale qu'elle a besoin d'aide en langue des signes. Elle est sourde. Elle est avec une femme qui semble l'emmener quelque part contre son gré. L'enfant est terrifié et a signé qu'elle est en danger. J'ai besoin de la police ici immédiatement. Monsieur, pouvez-vous décrire les individus? Jonah fournit des détails, l'apparence de la femme, le pull rouge de la fille, leur direction. Le répartiteur l'assura que les agents étaient en cours d'avertissement et lui demanda de maintenir un contact visuel si possible sans se mettre en danger. La femme s'arrêta devant un tableau des départs, vérifia quelque chose sur son téléphone, puis changea de direction vers le haut là, vers les portes, vers des vols qui les emmèneraient ailleurs. Le cœur de Jonah battait la chamade. Combien de temps avant l'arrivée de la police? Combien de temps avant que cette femme ne monte dans un avion avec cet enfant terrifié? La femme et la fille entrèrent dans des toilettes. Jonah se positionna à l'extérieur avec Alina, le cœur battant à tout rompre. La main de sa fille serrait la sienne fermement, son jeune visage sérieux d'une manière qui la faisait paraître beaucoup plus âgée que 7 ans. « Est-ce qu'elle va s'en sortir » signa Alina. « Oui » signa Jonah en retour, espérant désespérément que ce soit vrai. « On va s'assurer qu'elle va bien. » Lorsque la porte des toilettes s'ouvrit et qu'elles émergèrent, Jonah prit une décision en une fraction de seconde. Il s'avança directement sur leur chemin. « Excusez-moi, » dit-il, gardant sa voix calme et ferme. « Est-ce que votre fille va bien » La femme s'arrêta. Sa tête se tourna lentement vers lui, et même derrière les lunettes de soleil sombre, Jonah pouvait sentir la froideur de son regard. « Ma belle-fille va très bien, » dit-elle d'une voix sèche et tranchante, le genre de voix habituée à faire reculer les gens. « Nous sommes en retard pour un vol. »« Bougez !» Elle essaya de le contourner, tirant la fille avec elle. Mais Alina avait déjà bougé. Avant que Jonah ne puisse réagir, sa fille de 7 ans s'échappa de sa prise et s'avança directement devant la fille plus âgée. Ses petites mains firent des signes clairs et prudents. « Est-ce que tu vas bien? Es-tu en sécurité ?» Les yeux de la fille s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Pendant un moment, elle regarda Alina comme si elle voyait un fantôme, comme si l'espoir s'était matérialisé de nulle part. Puis ses mains s'élevèrent en réponse, bougeant si vite que Jonah pouvait à peine suivre tous les signes. Son visage s'effondra, des larmes coulant sur ses joues tandis que ses mains éplaient sa terreur. « Pas en sécurité. Elle m'emmène chez des gens méchants. Elle m'a vendu. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. J'ai peur. Elle va me donner à des gens à Miami. S'il vous plaît, ne la laissez pas m'emmener. » La main de la femme se tendit et attrapa violemment les poignets de la fille. « Tais-toi » siffla-t-elle, son masque de calme se fissurant. « Arrête ça. On s'en va tout de suite. »
Personne ne va nulle part, dit Jonah fermement, s'avançant. Sa voix portait maintenant, assez fort pour que d'autres voyageurs commencent à remarquer. J'ai déjà appelé la police. Ils sont en route. Le visage de la femme se tordit de rage et de panique. Elle essaya de le bousculer, sa poignée sur le bras de la fille serrée à blanc. Écartez-vous. C'est ma belle-fille, et vous n'avez aucun droit. Lâchez-la, dit Jonah, sa voix baissant à quelque chose de plus froid, quelque chose qui venait d'avoir grandi dans des quartiers difficiles où l'on apprenait quand les mots ne suffisaient plus. À ce moment, un agent de sécurité remarqua l'agitation et commença à marcher rapidement vers eux. Plus de voyageurs s'arrêtèrent, sentant que quelque chose n'allait pas. La femme regarda autour d'elle, réalisant qu'elle attirait exactement le genre d'attention qu'elle ne voulait pas. « Au secours !» cria clairement Jonah. « Cette femme essaie d'enlever cet enfant. Que quelqu'un appelle la sécurité. » Le garde de sécurité se mit à courir. Tout le monde reste où il est. La femme relâcha la fille et tenta de s'enfuir, mais Jonah se déplaça pour bloquer son passage. Elle trébucha en arrière, son sac à main de créateur se balançant follement, son calme complètement brisé. « Je n'ai rien fait de mal. Cet homme me harcèle. » Mais la fille s'était effondrée à genoux, sanglotant silencieusement. Ses mains faisaient des signes désespérés vers Alina, qui s'agenouilla à côté d'elle, posant une petite main sur son épaule. La police de l'aéroport arriva en moins de 90 secondes, suivie de 2 agents fédéraux qui se trouvaient à proximité. Dès leur arrivée, tout est passé en mode officiel. La femme fut séparée de la fille. Jonah expliqua ce qu'il avait vu. Alina, avec le sérieux de quelqu'un de beaucoup plus âgé, signa à un agent ce que la fille avait dit. Une des agentes fédérales, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux gentils et à l'allure de quelqu'un qui avait trop vu, s'agenouilla près de la fille. Elle commença à signer. « Salut, ma chérie. Je m'appelle l'agente Martinez. Tu es en sécurité maintenant. Peux-tu me dire ton nom ?» La fille la fixa avec incrédulité, comme si elle ne parvenait pas à réaliser que quelqu'un d'officiel, quelqu'un d'autorité, pouvait réellement parler sa langue. Puis, lentement, ses mains commencèrent à bouger. « Je m'appelle Belle. Belle Moreno. J'ai 10 ans. » Et puis, avec une agente capable de la comprendre, la sécurité étant enfin à portée de main, tout s'est déversé. Les mains de Belle bougeaient rapidement maintenant, les signes se bousculant dans son besoin désespéré de raconter à quelqu'un, à quiconque pouvait comprendre, ce qui lui arrivait. L'agente Martinez écoutait, son expression s'assombrissant à chaque révélation. Un autre agent intervint pour traduire pour les policiers qui ne connaissaient pas la SL. L'histoire de Belle émergea par fragments, assemblée entre les larmes et les mains tremblantes. Elle avait perdu Louis à 5 ans à cause d'une méningite. Son père, Felipe Moreno, avait été son protecteur, apprenant la langue des signes avec elle. 8 mois auparavant, Felipe était mort dans un accident de construction à Jacksonville, en Floride, un effondrement de grue. Belle avait été laissée à sa belle-mère, Diane, que Felipe avait épousée 3 ans plus tôt. Diane n'avait jamais vraiment appris à signer. Après la mort de Felipe, Diane avait reçu une assurance vie, $50 000 destinée à l'avenir de Belle. Diane avait tout joué en 3 mois. Diane avait des dettes, de mauvaises dettes, le genre qui s'accompagnait de menaces. Et Diane avait des relations avec des gens qui offraient des solutions aux personnes désespérées sans morale. Belle avait trouvé des messages sur le téléphone de Diane 2 semaines plus tôt. Des messages qui lui avaient glacé le sang. La fille, 10 ans, sourde, donc ne peut pas parler ni crier. $50 000 quand je la livre. Le contact de Miami gérera le transport. Diane la vendait, la livrait à des gens à Miami qui l'emmèneraient quelque part où elle ne serait jamais retrouvée. Elle avait essayé de signaler qu'elle avait besoin d'aide depuis qu'elles étaient entrées dans l'aéroport d'Atlanta, encore et encore derrière son dos où Diane ne pouvait pas voir, désespérée, terrifiée. Mais tout le monde était passé à côté jusqu'à Alina. Le visage de l'agente Martinez était sombre. Alors que Belle terminait, elle se leva et se dirigea vers Diane qui était détenue, les poignets maintenant menottés. « Madame, nous vous plaçons en état d'arrestation pour tentative de traite d'enfants, complot en vue de commettre la traite d'enfants, mise en danger d'un enfant, et environ 6 autres chefs d'accusation que je vais prendre plaisir à ajouter, » dit froidement l'agente Martinez. « Vous avez le droit de garder le silence. Je vous suggère de l'utiliser. » « C'est ridicule. Je n'ai rien fait. » La voix de Diane monta presque au niveau d'un hurlement. « Nous avons votre téléphone. Nous avons vos messages textes. Nous avons votre historique de recherche. Et nous avons une petite fille très courageuse qui vient de tout nous raconter. » L'agente Martinez se pencha. « Vous vendiez une enfant de 10 ans,
Une enfant sourde qui a perdu son père et vous faisait confiance pour la garder en sécurité. Vous allez aller en prison pour très longtemps. La couleur se draina du visage de Diane. Elle cessa de parler. Un autre agent s'approcha de Jonah, qui se tenait avec Alina. Belle était assise sur un banc voisin, pleurant toujours silencieusement. « Monsieur Tran, je suis l'agent Davison. Ce que vous avez fait aujourd'hui ?» Il fit une pause, semblant lutter avec le poids de ce qu'il était sur le point de dire. « Monsieur, vous avez sauvé la vie de cet enfant. La plupart des gens n'auraient pas remarqué. La plupart des gens qui auraient remarqué n'auraient pas agi. Vous et votre fille avez empêché quelque chose qui aurait détruit cette petite fille. » Jonah sentit sa gorge se serrer. Il regarda le banc où Belle était assise. Alina s'était approchée et s'était assise à côté d'elle. La fille plus âgée regarda la plus jeune, et Alina signa quelque chose de simple. « Tu es en sécurité maintenant. Mon papa protège les gens. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. » Le visage de Belle s'effondra à nouveau, et elle tendit la main. Alina prit sa main. Deux filles sourdes, une de 7 ans qui avait remarqué ce que personne d'autre ne pouvait voir. Une de 10 ans qui avait signé désespérément pour obtenir de l'aide, invisible dans une foule de centaines. L'enquête qui a suivi a révélé toute l'étendue de ce à quoi Belle avait échappé. Les enregistrements téléphoniques de Diane Brennan ont conduit les agents fédéraux à un réseau de trafic opérant dans 3 États. Le contact à Miami faisait partie d'une organisation responsable de la disparition d'au moins 32 enfants au cours des 4 dernières années. Des enfants qui avaient été vendus par des membres de la famille désespérés ou mal intentionnés, puis transportés hors du pays vers des endroits où ils cessaient tout simplement d'exister. Belle aurait été la 33e. Si elle était arrivée à Miami, si Diane l'avait remise au contact qui l'attendait à cet aéroport, Belle aurait été sur un bateau en quelques heures, à destination d'endroits spécialisés dans exactement le genre de cauchemar qui empêche les parents de dormir la nuit. L'agente Martinez expliqua cela à Jonah plus tard, une fois les déclarations officielles prises et Diane transférée sous la garde fédérale. Ils étaient assis dans un coin tranquille du bureau de police de l'aéroport tandis que les 2 filles somnolaient sur des chaises à proximité. Les enfants sourds sont des cibles, expliqua doucement Martinez. Les trafiquants les considèrent comme des victimes idéales. Ils ne peuvent pas crier. Ils ne peuvent pas appeler le 911. Ils ne peuvent pas facilement communiquer avec des étrangers qui pourraient les aider. Belle a essayé de dire à quelqu'un qu'elle était en danger, mais des centaines de personnes l'ont vue aujourd'hui. Votre fille a été la seule à comprendre ce qu'elle disait. Jonah regarda Alina, recroquevillée dans un fauteuil avec son sac à dos en guise d'oreiller. Sa fille courageuse et observatrice qui s'était figée au milieu d'un aéroport parce qu'elle avait vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. « Qu'est-ce qui arrive à Belle maintenant ?» demanda Jonah. Martinez soupira. « Les services de protection de l'enfance vont en prendre la garde. Nous allons chercher la famille. Felipe avait des parents au Mexique, mais nous ne savons pas où ni s'ils peuvent être localisés. La famille de Diane a déjà indiqué qu'elle ne voulait pas s'impliquer. Donc, pour l'instant, Belle ira dans une famille d'accueil à Atlanta. Très probablement, elle sera placée avec une famille ici pendant que nous menons l'enquête. » Jonah regarda Belle. Sa silhouette menue faisait à peine une marque dans la chaise. Son visage, même endormi, semblait méfiant. « Est-ce que la famille d'accueil connaîtra la langue des signes ?» demanda doucement Jonah. Martinez hésita. « Nous ferons de notre mieux pour la placer dans un endroit approprié, mais il n'y a pas beaucoup de familles d'accueil dans le système qui parlent couramment l'ASL. »« Mais elle sera seule », termina Jonah. « Elle sera dans une maison avec des étrangers qui ne peuvent même pas lui parler. » Martinez ne le contredit pas. Ils savaient tous les deux que c'était vrai. Jonah et Alina reprirent l'avion pour Indianapolis le lendemain. La conférence pour laquelle il était venu n'avait plus d'importance. Mais Jonah ne pouvait s'empêcher de penser à Belle. Il appela les services de protection de l'enfance de Géorgie. Il appela les agents fédéraux pour des mises à jour. Il apprit que Belle avait été placée chez une famille d'accueil dans la banlieue d'Atlanta. Un couple gentil, bien intentionné, mais aucun d'eux ne connaissait plus que l'épellation manuelle de base. Belle s'était complètement renfermée. Elle ne mangeait pas beaucoup, dormait mal, restait assise dans sa chambre et fixait les murs. Elle était seule de la manière la plus fondamentale qu'une personne puisse l'être. « Papa, on doit l'aider », lui signa Alina un soir, 3 jours après leur retour à la maison. Ils étaient assis à la table du dîner dans leur petite maison à Indianapolis, et la nourriture d'Alina était intacte. Elle doit avoir tellement peur. Elle a besoin d'une famille qui peut lui parler. Elle a besoin de nous. Jonah regarda sa fille de 7 ans. « Ma chérie, c'est compliqué,
signa-t-il lentement. Elle vit en Géorgie. Nous vivons ici. Et je ne suis qu'une seule personne. Je travaille à temps plein. Prendre soin de toi est déjà... Alina l'interrompit, ses mains bougeant avec emphase. Je suis une bonne aide. Et papa, elle n'a personne. Personne qui peut lui parler. Personne qui comprend. Quand maman est morte, je t'avais. Qui est Abel? La question frappa Jonah comme un coup physique. Qui est Abel? Personne. Comment pouvait-il s'éloigner de cela? Comment pouvait-il laisser Belle disparaître dans un système où elle ne serait qu'un autre dossier, une autre enfant sourde que le monde ne parviendrait pas à vraiment voir? Au cours des 2 semaines suivantes, Jonah appela les services de protection de l'enfance de Géorgie à plusieurs reprises. Il parla avec l'assistante sociale de Belle, une femme à la voix fatiguée nommée Patricia. Elle ne s'épanouit pas, admit Patricia. La famille d'accueil essaie, mais la barrière de communication est importante. Belle ne veut pas interagir. Et si je voulais être considéré? Demanda Jonah. Silence à l'autre bout. Monsieur Tran, vous vivez en Indiana. Vous êtes un père célibataire qui travaille à temps plein, et vous connaissez cet enfant depuis moins d'1 mois. Êtes-vous vraiment prêt à lui donner une famille? À lui donner un foyer où les gens peuvent réellement communiquer avec elle, où elle ne se sentira plus jamais seule? Oui, je suis prêt. Le processus fut compliqué. Loi d'adoption inter-État, vérification des antécédents, étude de domicile, examen financier. L'agente Martinez et l'agent Davison fournirent des déclarations en soutien de son caractère. Et tous les 2 week-ends, Jonah conduisait jusqu'à Atlanta. 6 heures aller, partant le vendredi après le travail, séjournant dans un hôtel économique, passant les samedis avec Belle, rentrant le dimanche. La première visite, Belle ne voulut même pas le regarder. Elle était assise dans le salon de la famille d'accueil, fixant ses mains, ses épaules minces voûtées. Jonah s'assit en face de Belle et signa « Salut, Belle. Je m'appelle Jonah. Tu te souviens de moi à l'aéroport ?» Aucune réponse. Alina se laissa tomber à côté de Belle sur le canapé et commença à signer à propos de sa semaine, de son école, de son chat, de choses absolument sans importance. Juste parler comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, sans attendre de réponse, juste être présente. Ma maîtresse est vraiment gentille, mais elle nous donne trop de devoirs. Et il y a ce garçon nommé Marcus qui essaie toujours de copier mes réponses. Mon chat s'appelle Whisker, ce qui est un nom terrible, mais je l'ai nommé quand j'avais 4 ans. Belle ne répondit pas, mais il vit ses yeux cligner vers Alina 1 fois, 2 fois, la plus petite fissure dans le mur. La 2e visite, Belle signa un simple « Salut » à leur arrivée. La 3e visite, elle demanda à Alina des nouvelles de son chat. La 4e visite, elle pleura. Jonah n'était pas sûr de ce qu'il avait déclenché. À un moment, Alina lui montrait des photos sur son téléphone. L'instant d'après, Belle sanglotait silencieusement, son corps maigre tremblant. Jonah s'assit à côté d'elle, et elle ne se retira pas. Il passa un bras autour de ses épaules et la laissa pleurer. Alina se pressa contre son autre côté et ils restèrent assis ainsi pendant 20 minutes pendant que Belle pleurait tout ce qu'elle avait perdu. Quand elle se calma finalement, ses mains firent des signes lents et hésitants. « Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi continuez-vous de revenir ?» Jonah signa avec précaution. « Parce que tu comptes. Parce que tu mérites des gens qui te voient. Parce que tu n'es plus seul. » « Je suis brisé, » signa Belle. « Mon papa est mort et Diane, elle a essayé de... » Sa main s'arrêta. « Tu n'es pas brisé, » signa fermement Jonah. « Tu es blessé. Tu es en deuil. Tu as survécu à quelque chose de terrible, mais tu es forte et courageuse. »« Mais je n'ai pas pu me sauver, » signa Belle. « Si Alina ne m'avait pas vu... » »« Mais elle t'a vu. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas abandonné. Tu as continué à signer. Tu as continué d'essayer. Ce n'est pas une faiblesse. C'est du courage. » Belle le regarda avec des yeux qui en avaient trop vu. « Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ?» Jonah prit une inspiration. « Je travaille avec ton assistante sociale et le système judiciaire. Je veux t'adopter. Je veux que tu viennes vivre avec nous à Indianapolis. Je veux te donner une famille où tout le monde peut communiquer avec toi, où tu ne te sentiras plus jamais invisible. » Belle le fixa. « Pourquoi ferais-tu ça? Tu ne me connais même pas. » « Je sais que tu as été assez courageuse pour demander de l'aide, » signa Jonah. « Je sais que tu as survécu à la perte de ton père. Je sais que tu es assise ici, en deuil et effrayée, et que tu trouves toujours la force d'avoir cette conversation avec moi. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Mais je suis sourde et j'ai des cauchemars. J'ai peur tout le temps. Pourquoi voudrais-tu gérer ça? »
Les mains d'Alina s'élevèrent. Parce qu'on est une famille. Papa et moi te voulons tous les deux, et être sourde n'est pas un problème, et les familles s'entraident avec les choses qui font peur. Jonah ajouta, tu n'es pas un fardeau, Belle. Tu es une personne qui mérite l'amour, la sécurité et un foyer. C'est ce que je veux te donner, si tu me laisses faire. Belle resta silencieuse un long moment. Puis elle signa, est-ce que je peux y réfléchir? Bien sûr, signa Jonah. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais alors qu'il partait, Belle les arrêta à la porte. Ses mains firent un petit signe timide. Merci de ne pas m'avoir oublié. Jonah sentit sa gorge se serrer. Je ne pourrai jamais t'oublier. 4 mois après l'aéroport, par un froid après-midi de février, Jonah était assis dans son salon avec Patricia, l'assistante sociale de Belle. Le tribunal a approuvé votre requête, dit Patricia. Toutes les exigences inter-États ont été satisfaites. Belle sera placée chez vous à partir de la semaine prochaine. Jonah sentit quelque chose d'énorme se déplacer dans sa poitrine. Soulagement, joie, terreur. Elle sait, et elle est prête. Le samedi suivant, Jonah et Alina se rendirent à Atlanta une fois de plus. Mais cette fois, ils ne partaient pas sans Belle. Dans la voiture, alors qu'ils s'éloignaient et se dirigeaient vers le nord sur l'Interstate 75, Belle était assise à l'arrière à côté d'Alina. Les deux filles étaient silencieuses. Belle regardait par la fenêtre. Après environ 30 minutes, elle tapa sur l'épaule de Jonah. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Tu es sûr ?» signa Belle. « Tu es sûr de vouloir de moi ?» Jonah gara la voiture. Il se tourna pour la regarder directement. « Belle, je te le promets, » signa-t-il lentement. « Tu ne seras plus jamais seule. Tu ne seras plus jamais en danger. Tu ne seras plus jamais invisible. Je te protégerai. Alina sera ta sœur, et nous serons ta famille. Pas parce que nous le devons, mais parce que nous le voulons, parce que tu le mérites. Tu comprends ?» Les yeux de Belle se remplirent de larmes. « Mais et si je fais des bêtises? Et si je suis trop de problèmes? » Tu n'es pas trop de problèmes, signa Jonah fermement. Tu es ma fille, et les familles n'abandonnent pas les leurs. Alina se pencha et signa avec emphase. Tu es coincé avec nous maintenant pour toujours et à jamais. Belle rit, un petit son brisé qui était à la fois un sanglot et un amusement sincère. Puis elle signa, d'accord, je veux être votre famille. Je te veux, toi et Alina. Jonah sourit. Alors rentrons à la maison. L'adoption fut finalisée en mai, 5 mois après ce trajet en février. Le juge examina les documents, puis regarda directement Belle. Jeune fille, comprends-tu ce qui se passe aujourd'hui? L'interprète du tribunal signa la question. Belle hocha la tête et signa en retour. Oui, Jonah devient mon père légalement pour toujours. Et est-ce ce que tu veux? Oui, signa Belle avec emphase. Plus que tout. Le juge sourit. Alors c'est mon grand plaisir de finaliser cette adoption. Belle Moreno Mitchell, bienvenue dans ta famille pour toujours. Alina cria de joie et rebondit sur son siège. Jonah sentit les larmes couler enfin, et Belle sourit. Un sourire réel, sincère, sans défense, qui transforma tout son visage. Ensuite, sur les marches du palais de justice, Alina serra Belle dans ses bras et signa. Tu vois, je t'ai dit que tu étais ma sœur pour toujours maintenant. Belle la serra en retour et signa, je ne veux pas me débarrasser de toi, même si tu es vraiment ennuyeuse parfois. Tu es ennuyeuse aussi. C'est ce que font les sœurs. Jonah regarda ses filles se taquiner et sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pas seulement du contentement, pas seulement du soulagement, mais un bonheur véritable et complet. La transition ne fut pas facile. Belle faisait régulièrement des cauchemars. Elle se réveillait en haletant silencieusement, terrifiée jusqu'à ce que Jonah ou Alina viennent lui rappeler où elle était, qu'elle était en sécurité. Elle stockait de la nourriture dans sa chambre, une réponse traumatique des mois passés avec Diane. Jonah n'en fit pas toute une histoire. Il s'assurait simplement que le garde-manger était toujours plein. Et progressivement, Belle arrêta de cacher des barres de céréales sous son matelas. Elle sursautait au moindre contact inattendu, faisait des crises de panique dans les endroits bondés qui lui rappelaient les aéroports. Mais lentement, Belle commença à guérir. Elle recommença à dormir presque toutes les nuits. Elle riait aux blagues terribles d'Alina. Elle rejoignit un groupe de jeunes sourds à Indianapolis et se fit des amis. Elle laissa Jonah la serrer dans ses bras sans se raidir. 9 mois après l'adoption, Belle vint voir Jonah alors qu'il préparait le dîner. « Est-ce que je peux te parler » signa-t-elle. « Toujours »
signa Jonah en retour. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Les doigts de Belle bougeaient lentement, prudemment. Ce jour à l'aéroport, j'avais essayé pendant si longtemps et tout le monde passait juste à côté. Des centaines de personnes. Personne ne m'a vu. Elle marqua une pause. Pourquoi Alina m'a-t-elle vu quand personne d'autre ne l'a fait? Jonah réfléchit à la question. Alina voit le monde différemment des entendants. Être sourde lui a appris à remarquer des choses que les autres manquent. Le langage corporel, les expressions faciales. Elle cherche des détails que les entendants ignorent. Mais c'est plus que ça, signa Belle. Beaucoup de personnes sourdes sont passées devant moi aussi. Ce n'est pas seulement qu'elle pouvait comprendre les signes. C'est qu'elle a regardé. Elle a fait attention. Elle s'est souciée. Tu as raison, signa Jonah. Alina a un cœur généreux. Elle cherche les gens qui ont besoin d'aide. Comme toi, signa Belle. Tu aurais pu simplement appeler la sécurité et partir, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'étais pas une étrangère. Tu étais une enfant en danger, et je ne pouvais pas m'éloigner de ça. Belle fut silencieuse. Puis elle signa, j'avais l'habitude de penser qu'être sourde me rendait invisible, comme si les gens regardaient à travers moi au lieu de me regarder. Mais, encouragea doucement Jonah, mais toi et Alina avez prouvé que c'était faux, signa Belle, ses yeux brillants de larmes. Tu m'as vu quand je signais pour de l'aide. Tu me vois tous les jours maintenant. Tu m'as fait partie de ta famille. Tu m'as rendu visible. Jonah sentit sa gorge se serrer. Tu n'as jamais été invisible, Belle. Tu avais juste besoin de gens qui savaient comment regarder. Je pensais à tous les autres enfants que personne ne voit, que personne n'aide, signa Belle. C'est lourd d'y penser, signa Jonah. Mais peut-être que c'est pour ça que j'ai survécu, signa Belle. Peut-être que je suis censé dire aux gens que les enfants sourds comptent, que nous valons la peine d'être vus, d'être sauvés. Tu es incroyablement courageuse, signa Jonah. Survivre à ce que tu as survécu et vouloir aider les autres. C'est extraordinaire. Je l'ai appris de toi, signa simplement Belle. Tu n'avais pas à m'aider, mais tu l'as fait. Alina entra dans la cuisine. De quoi parlez-vous? Belle signa. À quel point nous sommes chanceux de nous avoir les uns les autres. Alina sourit et s'assit lourdement sur une chaise. Évidemment, nous sommes la meilleure famille de tous les temps. Jonah rit et se leva pour retourner au dîner. Alors qu'il remuait la sauce des pâtes, il pensa au chemin étrange qui les avait tous menés ici. Sa famille était née de la tragédie, forgée dans le creuset d'un terminal d'aéroport où le cri silencieux d'une enfant avait finalement été entendu. Bâti sur la fondation que tout le monde mérite d'être vu. 1 an après l'adoption, Belle demanda à visiter l'aéroport. Jonah n'était pas sûr que ce soit une bonne idée, mais Belle insista. Elle en avait parlé à son thérapeute et se sentait prête. Alors, un samedi de mai, tous les 3 se rendirent à l'aéroport international d'Indianapolis. Ils traversèrent le terminal ensemble. Belle s'arrêta à l'endroit d'où l'avion pour Atlanta serait parti. Elle se tint là tranquillement. C'est d'ici que j'aurais pris l'avion, signa-t-elle. Si ça s'était passé ici au lieu d'Atlanta, si tu n'avais pas été dans cet avion, si Alina ne m'avait pas vu. Mais je t'ai vu, signa Alina d'un ton terre à accent grave terre. Parce que je fais attention. Belle sourit et prit sa petite sœur dans ses bras. Oui, tu le fais. Elle se tourna vers Jonah. Je voulais venir ici pour me souvenir. Pas des mauvaises parties, mais de la bonne partie. Le moment où quelqu'un a enfin compris. Quand j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Je t'aiderai toujours, signa Jonah. C'est ce que fait la famille. Je sais. Et je veux que les autres enfants le sachent aussi. Que même quand on a l'impression que personne ne les voit, il y a des gens qui le font. Il y a des Alina et des Jonah dans le monde qui font attention. Ils se tenaient ensemble dans ce terminal d'aéroport. 3 personnes qui étaient devenues une famille de la manière la plus inattendue. Alors qu'ils marchaient vers le parking, Alina sautillait devant. Belle marchait à côté de Jonah et soudain, elle s'arrêta et signa « Papa ». C'était la première fois qu'elle utilisait ce signe sans ajouter son nom après. Juste écrire. Jonah s'arrêta de marcher, sentant le poids de ce seul mot. « Oui, ma chérie. »« Merci, » signa Belle. « De m'avoir vu, de t'être battu pour moi, de m'avoir fait partie de ta famille, d'être mon père. » Jonah la serra dans ses bras. Et Belle ne se raidit pas ni ne se retira. Elle le serra en retour. « Tu es ma fille, » signa-t-il quand ils se séparèrent. « Tu es à moi et je suis à toi, et Alina est ta sœur, et nous sommes une famille pour toujours. » Pour toujours, signa Belle, souriante.
J'aime ce mot. Moi aussi, signa Jonah en retour. Ils rattrapèrent Alina à l'entrée du garage. Les trois montèrent dans la voiture et s'éloignèrent de l'aéroport qui avait changé toute leur vie. Dans le rétroviseur, Jonah regarda ses filles signer l'une à l'autre, riant, étant sœurs. Et il pensa à ce jour d'octobre où Alina avait attrapé sa main et avait dit « Regarde cette fille ». Un moment d'attention, un choix d'agir, une décision de ne pas détourner le regard. C'est tout ce qu'il avait fallu pour sauver une vie. Parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de voir quelqu'un qui se sent invisible. Le voir vraiment. Et quand vous le faites, lorsque vous choisissez de remarquer, de vous soucier, d'aider, vous pourriez bien changer le monde. Ou du moins, vous changerez le monde de quelqu'un, ce qui est tout aussi important. Si cette histoire a touché votre cœur, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Partagez-la. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que quelque part, il y a un enfant qui a besoin d'être vu, qui a besoin que quelqu'un remarque, qui a besoin que quelqu'un se soucie suffisamment pour agir. Et peut-être, juste peut-être, que cette personne est vous. Merci d'être resté avec moi à travers cette histoire. Merci d'avoir vu Belle, de comprendre pourquoi le cœur observateur d'Alina était si important, de reconnaître que parfois les plus petits choix créent le plus grand impact. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire et dites-moi qui dans votre vie vous a appris à vraiment voir les gens. Je lis chacun d'eux, et je veux aussi connaître votre histoire. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les yeux ouverts, gardez votre cœur tendre, et souvenez-vous, tout le monde mérite d'être vu.